manger et tout. Bon, c'est un mois aussi où la majorité, ou bien je dirais toutes les catégories sociales, le ressentent aussi. C'est-à-dire, ils le ressentent d'un point de vue pécunier. Ajoutez à cela, quand il y a rencontre de Shahr Ramadan et la rencontre avec les spéculateurs surtout, je dirais, qui est-ce qui va payer la facture? C'est le citoyen. C'est le citoyen. Bon, d'un autre côté aussi, ces pratiques-là ne sont pas normalement tous les jours les bienvenues, même si c'est Shahr Ramadan, parce que normalement, on ne devrait pas se permettre beaucoup de folie. Hein? Il y a, comme mon collègue vient de le dire, il y a un problème aussi de santé publique. On consomme mal, on mange pas sain. Hein? Surtout les sucreries et tout ce qui s'ensuit, et ça se répercute justement sur la santé de la santé publique, sur la santé du citoyen. Bon, pendant Shahr Ramadan, on a pris l'habitude maintenant, c'est-à-dire chaque Ramadan, on a pris l'habitude de parler, c'est-à-dire d'avoir peur du marché, entre guillemets, je dirais, d'avoir peur des prix, de l'augmentation des prix. Et on est à chaque fois, on retombe, c'est-à-dire, on retombe sur le même problème. Bon, on va se dire, pourquoi on retombe? C'est-à-dire, à chaque fois on retombe, c'est-à-dire sur le même problème. Est-ce qu'il y a, je dirais, impunité? Est-ce qu'il y a, il y a aussi il y a un problème de conscience de toutes les parties? Donc c'est à ces réponses-là que normalement on devrait s'y atteler et chercher des réponses. Comportement. Voilà. Oui. Et c'est comportemental. Oui. Que ce soit pour le consommateur, pour les commerçants, pour les agents du contrôle. Oui. C'est-à-dire il y a beaucoup d'anormalités qu'on observe sur le marché pendant Ramadan. C'est très malheureux parce que normalement, normalement, et comme on le dit à notre association, c'est des challenges qu'on lance à chaque début du Ramadan, comme on a fait la semaine passée. C'est de dire à tout le monde, à tous les citoyens, de se peser avant Ramadan et de se peser après Ramadan. Et aussi de comparer ce qu'on a dépensé fi Sha'ban et ce qu'on va dépenser fi Ramadan. Alors pour ceux qui n'ont pas de problème spécifique de santé, et si ils grossissent, ils prennent du poids pendant Ramadan, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment fait un jeûne comme le prévoit la religion. Oui. Aussi, s'ils dépensent plus que d'habitude et qu'ils n'ont pas eu d'imprévu dans leur quotidien, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas vraiment fait un Ramadan comme le voulait la religion. Le Ramadan, c'est de la piété, c'est une action fard, c'est-à-dire c'est une action religieuse, donc on devrait la faire comme il se doit. Donc il y a beaucoup d'intrants dans la pratique du Ramadan. Donc on ne fait pas juste pour la religion. C'est devenu beaucoup plus des habitudes. Et on parle beaucoup de manger. Maintenant, on parle de manger. C'est devenu aussi, ça ressemble aussi, par exemple, à l'étranger, à les fêtes commerciales. C'est peu commercial, ça devient pratiquement un mois de... On est devenu des sociétés de consommation. Exactement. On fait partie, justement, comme en Europe, des sociétés de consommation. Vous n'avez qu'à voir aussi, il y a les pubs qui passent et tout, à la télévision aussi. Ça ne va pas dans le sens, justement, malheureusement, c'est un matraquage. De l'esprit de Ramadan. Oui, justement. Voilà, malheureusement, c'est un matraquage publicitaire qui fait du mal. C'est des produits auxquels on fait beaucoup d'annonces, mais malheureusement, c'est des sucres, c'est des sels. Et c'est ça qui nous fait le plus de mal en tant que consumériste, parce qu'on n'a pas vraiment évolué depuis le temps qu'on en parle. Maintenant, moi, je me souviens que j'ai commencé à faire ce combat depuis 2011. Il est vrai que dans beaucoup de familles, il y a eu quand même un éveil. Les gens mangent très bien Ramadan et ils s'abstiennent des sucreries, de tous les superflus, tout ce qui fait mal. Ils font même du sport, ils ne veillent pas. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, ça. Mais nous, ce qui nous fait mal, c'est les autres qui n'arrivent pas encore à s'aligner dans cette ligne, dans cette bonne ligne de conduite vers Ramadan. Ramadan, ce n'est pas pour veiller et ne pas travailler. Ramadan, ce n'est pas pour perdre du temps à ne rien faire ou à dormir. Ramadan, ce n'est pas pour aller passer les journées au marché, ni dans la cuisine. Ramadan, c'est pour se revoir,
méditation, se rassembler en famille, vivre très simplement, modestement, manger peu pour faire détoxer, pour se détoxer le corps et économiser pour Eid al-Fitr. Il y a l'Eid qui va venir. C'est l'Eid où on doit dépenser parce que l'Eid dans la religion, c'est une fête où on doit être heureux, joyeux et mettre de la joie dans la famille. Mais Ramadan, il n'a jamais été dit que Ramadan, on doit manger bourek, charba, mtoubum, hamlahlo ou le gazouz. Parce qu'une fois j'avais dit ça, j'ai dit qu'on a peur qu'en 2050 ou en 2080, les générations qui vont venir, ils vont se dire peut-être que bourek sunna. Ou bien charba, mustahab. On est en train tellement de pérenniser cette culture que les gens maintenant, quand je leur dis, ils me disent comment ça, Ramadan de bourek? Je leur dis, moi je ne mange pas de bourek sur Ramadan. Une ou deux fois quand je suis invité et quand je suis forcé, parce que quand on est invité, on est forcé de manger. Ça veut dire que je passe des ramadans comme ça et je m'en sors. Donc je n'ai pas été malade parce que je n'ai pas mangé de bourek. Donc je suis pas. On peut très bien avoir un déjeuner, oui, ça sera, ou le dîner par exemple, un dîner classique. Juste avec ce qu'il faut, justement, la nutritionniste donnera des conseils. Il y a aussi, par exemple, le jeûne intermittent qui est très à la mode à l'étranger et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se priver de manger pendant la même chose que Ramadan. Priver de manger pendant toute la journée et puis après, ils prennent un repas léger et ça ne fait pas de mal. Le jeûne intermittent a commencé en Europe il n'y a pas longtemps. Ils ont commencé 10 jours, 20 jours, 15 jours. Ça inspire un peu de Ramadan. Il viendra un jour, et je suis responsable de ce que je dis. Ils vont faire 30 jours. Une fois par an. Ils sont à 21 jours. Ils vont arriver à 30 jours. Ils vont arriver à 30 jours une fois par an. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont fait ce que notre religion nous a apporté il y a plusieurs siècles. Donc ça veut dire que c'est un jeûne qui devrait nous apporter de la santé. Malheureusement, si on demande aux experts de la médecine dans les hôpitaux, ils vont nous donner des bilans qui disent qu'après chaque Ramadan, il y a de nouveaux diabétiques. Les bilans sont catastrophiques. Les bilans de santé sont catastrophiques. Parce que imaginez que pendant le Ramadan, donc la shorba qui est bonne, mais elle est pleine de gras. Et en plus, on l'utilise avec en général en Algérie, c'est de la viande ovine qui est très grasse, beaucoup de cholestérol. Après, il y a toujours les bourek qui est maqlé, dans de l'huile hydrogénée ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une huile qui est artificielle, qui n'apporte rien. Au contraire, elle est très, très nocive. Avec de la viande dedans. Et avec de la pâte de farine. Donc voilà, une bourek, c'est quoi? Moi, j'aime bien le goût, mais quand je pense à sa composition, quand je pense à sa composition, j'en ai peur. Après, il y a zouj djouazat, les bêtes c'est trop quand même. Pourquoi zouj? Dans certaines familles, dans certaines localités, même ils se plaignent des pouvoirs d'achat, mais ils arrivent quand même à cuisiner. Oui, justement. Et comment, justement, tout le monde se plaint du pouvoir d'achat, mais comment éveiller justement ces citoyens et comment leur apprendre à gérer justement leur budget, surtout pendant le mois de Ramadan? Il y a des personnes qui s'endettent pendant le mois de Ramadan. Alors comment les éveiller un petit peu et leur... Il faut faire de la pédagogie, comme on est en train de le faire maintenant. Il faut faire de la pédagogie. Il faut que tout le monde s'y fasse. Bon, à commencer par l'école d'abord. Il faut socialiser les jeunes générations. C'est-à-dire il faut éveiller les consciences de ces jeunes générations à travers la socialisation, le processus de socialisation. Donc l'école, il y a la famille, et tout ce qu'on appelle les institutions de socialisation, tarbiya, tenshia, comme on dit. Donc la famille, et il y a les médias. Qui devraient aussi jouer. On est là pour ça aujourd'hui. Et voilà, comme on est en train de le faire maintenant. Donc il faut utiliser justement, même si on ne fait que se répéter, mais ça ne fait rien. Il faut utiliser ça. Il faut aussi saisir les opportunités, parce qu'on est en plein Ramadan qui vient juste après une crise sanitaire qui nous a coûté très cher. Cher qui a mis en à mal argent, aussi le pouvoir d'achat aussi. Oui, cher en argent, mais cher aussi en vie humaine. Les personnes qui sont, beaucoup de personnes décédées, d'après les médecins, c'est des personnes qui étaient atteintes aussi de diabète, de cancer. Et qui étaient multiparées. Donc on doit saisir ces occasions. Et on n'est pas en retard, on est en première semaine. Donc on peut réunir un conseil du gouvernement à la maison. Donc faire une petite réunion familiale et dire que cette année, il y a une crise économique qui est très accentuée. Parce qu'il y a d'abord la crise économique qui date depuis 2015, il y a la crise économique qui a été aggravée par le Covid, il y a maintenant aussi cet effet de guerre qu'on est en train de vivre, qui c'est aussi une crise même dans la tête. Dans la tête, c'est plus une crise psychologique, mais on va dire du côté économique, c'est plutôt un avantage pour nous, on va dire.
Vu le prix du Oui, baril, oui, oui. Oui, mais dans notre tête maintenant, on en parle beaucoup. Donc saisir cette occasion, réunir les membres de sa famille et dire que cette année, on doit réduire le budget de Ramadan. Comment le réduire? Allez, bon, limonade une fois par semaine. Je sais que les boissonniers vont pas aimer ce que je suis en train de dire, c'est mes amis. Oui. Je leur dis, ben, c'est comme ça, parce que même eux, je leur dis chez vous, est-ce que vous prenez la boisson tous les jours? Ils me disent non. Non, ben voilà. Voilà. Ils veulent qu'on consomme leurs produits, alors qu'ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Peu de friture. Il y a une crise d'huile. Il y a pénurie, il n'y a pas pénurie. Bon, pour nous, en tant qu'association, on dit aux consommateurs, profitez maintenant pour revoir votre système alimentaire. Essayez de cuisiner sans beaucoup d'huile de friture. Donc évitez tout ce qui est friture, il y a les fours, il y a autre chose. Et évitez de faire deux plats. Évitez le gaspillage alimentaire. Donc si on récupère 30%, si on a l'habitude de dépenser 30 000 dinars, on va encore récupérer 10 000 dinars. Les 30%, on les récupère. Gaspillons moins d'électricité, gaspillons moins d'eau, essayons de saisir le temps pour bien réviser, pour bien travailler, pour évoluer. Et c'est des décisions qu'on va les prendre en famille. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont réclamer, dire non, moi je peux pas sans bourek, moi je peux pas sans magazous. Mais essayons d'avancer petit à petit. Un premier ramadan, un deuxième ramadan. Et si on commence maintenant, moi je suis sûr, comme je l'ai fait chez moi et chez mes amis, au bout de 3 ramadans, parce que mon épouse, elle ne se fatigue pas trop au ramadan. Oui. Moi aussi, je ne vais pas trop marcher. Et on a beaucoup de temps, parce qu'on ne travaille pas beaucoup, donc on a le temps pour la famille. Et ça va devenir, au contraire, un mois où on va s'y plaire, on va être bien dans notre santé, plus allégé, on fait du sport, on fait de l'activité, on fait des visites familiales, on va à la mosquée, on lit le Coran, et on fait nos révisions, et on écrit, on lit. Donc on aura beaucoup de temps pour ça. Ce n'est pas seulement pour manger. Il faudrait maintenant, on réoriente les choses. Le ramadan, ce n'est pas pour manger. C'est un mois spirituel, c'est pas un mois de... Le ramadan, c'est pour réduire le manger, c'est pas pour augmenter le manger. Le ramadan, c'est pas pour se faire du mal en santé. C'est justement en matière de représentation, justement, les gens, ils ont ça, ils ont ces représentations de Ramadan. Ramadan, c'est consommé autrement que les autres mois. Ouais. Donc, c'est ancré, c'est culturel dans nos têtes. Donc, c'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça, que de réunir la famille, que de parler. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. C'est un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de pédagogie qu'il va falloir faire et que beaucoup d'institutions devraient, c'est-à-dire, se partager. Mais je dirais que pour vraiment mettre un petit peu un terme à ces pratiques-là, à ces représentations, ça sera un petit peu difficile parce que c'est ancré dans nos têtes. Hein, c'est culturel. C'est devenu vraiment... c'est pour ça que j'ai utilisé le concept de pratique. Ça y est, Ramadan, hop, on mange autrement, on dit aux jouazet comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on dit le bourek, zlabia, qalbellouz, je ne sais pas quoi, alors qu'on est en train de se faire beaucoup de mal. Oui. On est en train c'est-à-dire ça se répercute sur la santé de la personne, sur même sa poche, porte-monnaie, oui, son porte-monnaie aussi. Exactement. Donc voilà. En tout cas, le constat. Vous savez que notre association est en train de mener une enquête nationale publique, justement pour évaluer ce système alimentaire, et notamment pendant le Ramadan. J'invite tout le monde à peut-être voir notre page Facebook et participer, parce qu'on a besoin des participants de toutes les régions d'Algérie. C'est une enquête qui va nous démontrer... Un sondage, quoi. Un sondage, oui, pour soumettre les résultats à des experts qui vont nous faire une évaluation. Analyse. J'espère que vous serez avec nous dans ce groupe, pour justement évaluer ce système alimentaire et faire, donc mettre le point là où ça fait mal, et faire des recommandations. Les recommandations vont partir, bien sûr, au pouvoir public, parce qu'il y a des changements à faire aussi dans l'investissement dans notre industrie agroalimentaire, dans la production agricole, dans les cartes d'agriculture, les cartes de l'industrie, quoi produire pour les Algériens, en quelle période, et pour les écoles, donc pour la pédagogie, pour les mosquées, les imams aussi, qui ont un travail à faire. Donc c'est un canal de sensibilisation qui est très important. Oui. Mais aussi pour la détermination des prix des produits. Il y a des produits qui sont peut-être pas chers du tout et qui font beaucoup de mal. Des produits qu'on est en train de... On dépense beaucoup d'argent, par exemple, pour produire de la pastèque.
Oui. Beaucoup d'eau et beaucoup d'argent pour la vendre pas cher et elle n'apporte rien. On ne peut même pas l'exporter, ça ne rapporte rien. Donc là, avec cette enquête, on va déterminer qu'est-ce qu'il faudrait produire pour avoir une meilleure santé en Algérie et une meilleure économie. Et aussi pour faire des propositions, ce sera en collaboration avec tous les médias, notamment les médias lourds, pour justement faire un travail de longue haleine, des années, il faut le faire pendant des années, pour arriver peut-être en 2030 à avoir un autre système alimentaire. Donc on ne va plus avoir le petit déjeuner avec café au lait. Parce que le matin, on va proposer à faire une tomate avec un concombre, un œuf. C'est plus diététique, c'est plus sain. Le café au lait, il fait partie des choses qu'on doit bannir, comme on a banni beaucoup de choses qui sont venues avec le colonisateur. Oui. Il faudrait le dire comme ça. Donc ça ne vient pas de nous. C'est le moment maintenant de prendre des décisions. Changement pour changement, on doit changer ça. Revoir ce système de manger à midi, de tout le monde s'arrête à midi. Est-ce que c'est convenable pour l'économie nationale? Vous savez, partout les gens s'arrêtent à midi, ils reprennent à 13h. Oui. L'après-midi, ils sont fatigués, il n'y a pas de productivité. Donc peut-être qu'il faudrait manger un peu plus tôt le matin, un bon petit-déj. Un bon petit-déj et puis travailler toute la journée pour 6 ou 7 heures et rentrer chez soi, avoir le temps de... Donc cette enquête, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année 2022, va ramener tout ça, qu'on viendra, Inch'Allah, aussi chez vous pour exposer. Avec plaisir. Pour exposer, pour expliquer, pour défendre. Très bien, avec plaisir. Maintenant, je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Falida Ben Meslim qui nous parle justement du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Algérie connaît une baisse importante, fortement ressentie dans les ménages. Nombreux sont ceux qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. C'est pas du tout le même qu'on fait, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. ما نكذبش عليك وزاد كل شيء ولا je suis une retraitée donc ما زادونا حتى دورو مي كلش زاد ومام l'augmentation هذه حين يزيدوها دابخي واش انا نسمعوا ملحي منه مردود فيه. L'Algérien n'arrive plus. أنا نقولها لك l'Algérien n'arrive plus. Le pouvoir d'achat, bon, dans le monde entier, même en Algérie, c'est la quantité de biens et de services que peut acquérir un citoyen, ou bien le panier de la ménagère, à travers le panier de la ménagère. C'est toute la capacité de pouvoir dépenser selon ses recettes. Donc plus on a de recettes, plus on est à l'aise par rapport aux dépenses, même quand c'est cher. Se basant sur les circonstances actuelles et d'après l'appréciation faite et présentée par l'Association nationale Al-Aman pour la protection des consommateurs, le salaire moyen qui garantirait une qualité de vie acceptable se relèverait à la somme de 80 000 dinars. Il faudrait savoir que le salaire moyen attribué aux Algériens, il est de 43 000 dinars par mois. Et nous, en tant qu'association, en 2020, on avait fait un calcul, on avait trouvé que pour une famille de 5 personnes, pour vivre avec dignité, simplement, très simplement, il leur fallait 80 000 dinars par mois. Donc il y a un déséquilibre, il faudrait encore doubler les recettes, ou bien cette moyenne des salaires, pour qu'on puisse vivre correctement. La cherté de la vie se fait de plus en plus ressentir, mettant le citoyen face à une spirale interminable, surtout en ces temps de crise sanitaire qui ont favorisé l'inflation des prix et avec la valeur du dinar qui dérive. On doit revoir, le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, il a parlé de revoir, de faire de la comptabilité analytique pour, c'est-à-dire calculer les prix de revient, pour savoir exactement qui c'est qui est en train de prendre l'argent des Algériens. Donc, on doit aller sur le terrain et faire des enquêtes réelles. Actuellement, nous sommes dans une situation de crise pandémique. Donc, le pouvoir d'achat a dégringolé dans tous les pays du monde de 35%, y compris l'Algérie. Donc, on est tous touchés, c'est-à-dire le globe terrestre est touché. فوالا حقت نشري بالحبه تاع الفلفل نشري بالحبه ما نقدرش نشري كيلو ما نقدرش نشري بزاف شويه لي ليغوم ساك واش كنت بربي فيها لي بات مانيش نشري اللحم مانيش نشري الدجاج باسكو الدجاج واش قالوا لنا راح يحبط ما حبطش لي بري سون مانتوني ما كاش منها مازال ما نقص والو كونتخار حبط البيض راهي 2000 دونك واش تقضي بنتي ما عندك البطاطا 10000 واش تقضي هذه باغ اكزومبل الدوراد هذا كنت نشريها 120 في الكيلو وتاع الرفاج يعني ماشي صيدو صافي يربوه في الماء شحال كيفاش تولى غالي ب 40 ميل 40 ميل في الكيلو سي شاب كنت مضارين نشري انا كيلو 120 ميل تقدري تشري كيلو 960 ما تقدريش تشري كيلو شي الحبه حوت هاي ولا الدورات هاي حبه Quelles
sont les facteurs qui tirent les prix vers la hausse? Et quel mécanisme d'ajustement peut-on prévoir pour garantir un niveau de vie décent aux citoyens? Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on vit d'abord dans un grand stress, parce qu'on n'arrive pas à joindre les bouts du mois, on n'arrive pas à dépenser correctement, on n'arrive pas à s'entretenir correctement, on n'arrive pas aussi à se nourrir correctement. Et ceci, a une autre conséquence, engendre aussi un déséquilibre dans le travail. On doit gérer ça d'une manière scientifique, selon les outils de l'économie monétaire, avec les mécanismes et les outils pour pouvoir redonner, pour équilibrer les 35% qu'a perdu le panier de la ménagère. Devant cette situation compliquée, comment arriver à joindre les deux bouts quand le fossé se creuse entre le salaire actuel et le pouvoir d'achat? Les solutions sont d'abord dans la maîtrise des prix de revient des produits et des prestations. Donc on doit réglementer et faire appliquer la loi et aussi réguler le marché de manière à équilibrer l'offre à la demande. Quand l'équilibre est atteint entre l'offre et la demande, les prix sont stables et les prix sont justes et sont réels. On a une dégringolade du pouvoir d'achat de 35%, mais de l'autre côté, on a une augmentation du prix du baril de 100%. Donc il faut jouer avec ces outils pour ne pas laisser la population algérienne, c'est-à-dire vouer surtout la classe moyenne, à la pauvreté. كنت انا ب 100000 ولا 200,000 نقدر نشري نقضي كل شيء نورمال. دوكا 500,000 ما ديري والو. كي كان الدجاج يدير واسمو كان يدير باريسوم لي كويس 47,000 سردين يدير 80,000 طوماطيش يحكي حتى 26,000 انايا. طرشي ما تهضريش كاع كارثه مش عارفين رانا رايح بطاطا ما تهضريش كاع. Une année qui s'annonce difficile pour les bourses moyennes et à bas revenus. Une rude épreuve à traverser. Reste à savoir si la révision des barèmes d'impôts et l'augmentation du point indiciaire pourront résoudre cette équation sous le titre du pouvoir d'achat en berne. Un reportage de Faïd Ebn Muslim, je tiens à préciser qu'il a été réalisé il y a un petit moment quand même. Depuis, il y a eu quand même des mesures prises pour le renforcement du caractère social, aussi pour la diminution de l'IRG par exemple, la taxe sur les produits alimentaires aussi, et puis peut-être le point indiciaire qui prendra effet à partir du deuxième semestre aussi. Comment faire pour boucler le fin de mois? Comment qu'un Algérien peut faire maintenant pour boucler ses fins de mois? Il n'a qu'à rationaliser ses achats, sa manière de consommer aussi. Et il faut quand même qu'il y ait je dirais, une prise de conscience. Un éveil, oui. Il faut de la programmation, même de la programmation même. Il faudrait aussi élaborer une fiche de priorité. Donc ça, on dit toujours. Donc j'ai peu d'argent en recettes et j'ai beaucoup d'argent en dépenses. Donc je dois faire des priorités dans mes dépenses. Donc c'est des chapitres. On a élaboré même un tableau comme ça pour dire quelle est la première priorité dans un ménage. Et quelle est-elle? Voilà, d'abord c'est manger. Oui. Maintenant, manger quoi? Oui. Je suis en hiver, on est en hiver par exemple, en printemps. Est-ce que je dois manger des haricots verts et des poivrons qui coûtent trop cher? Non. En hiver, je mange des carottes, des navets, des choux-fleurs. Des fruits de saison. Voilà, tout ce qui est de saison, d'ailleurs c'est plus bon, c'est plus sain. C'est plus sain. Et c'est à la portée. Moi quand je fais le marché, je vois la différence. Les carottes à 70 dinars, les poivrons à 200 dinars. Où je donnais. Oui. Arrivé l'été, je mangeais des poivrons et des tomates qui seront à 60, à 40, à 50 dinars. On a vu des tomates qui ont été jetées même parce qu'elles avaient été exposées à moins de 30 dinars. Donc d'abord faire les meilleurs choix, faire la priorité donc, dans les dépenses. Donc aller dans les superflus, si les moyens ne me permettent pas d'acheter de la limonade, je ne l'achète pas. Ni tout ce qui est d'abord pas nécessaire. Ce qui est nécessaire actuellement, c'est les légumes d'abord de saison. C'est les légumes secs qui sont très importants parce qu'ils apportent des protéines quand je ne peux pas acheter de la viande. On peut prendre des protéines autrement, oui. Maintenant, il fait un temps, on ne parlait pas de poisson. Moi, j'avais de la gêne à parler du poisson
dans les émissions. Maintenant, j'ai de la gêne à parler de viande parce qu'à 1500 dinars, c'est l'équivalent, c'est le même prix pratiquement que la dorade qui est à 1500 dinars. Donc on va parler des alternatives, c'est des légumes secs. Donc là, pour renforcer l'organisme, on restera dans un équilibre de santé plus ou moins bon. Donc c'est ça les priorités. C'est l'eau d'abord pour boire, pour la consommation et pour l'hygiène. Ça, c'est des priorités. Les produits d'hygiène les plus nécessaires, je dirais directement, c'est le savon de Marseille, l'eau de Javel. Je ne suis pas en train de donner des fiches d'achat, mais je donne, c'est-à-dire pour éveiller dans certaines consciences qui disent on n'arrive pas, mais pour eux, il faudrait... Oui, il faudrait un certain détergent. Et on va à la supérette et puis on est attiré par les packaging et ce genre de choses. Il faut éviter les supérettes. Voilà. Et c'est les supérettes. Mais Quand on est dans le besoin, on va chez un épicier pour dire combien coûte ça, coûte tant. C'est ce qu'on faisait avant. On avait la liste de la maman et puis on allait à un épicier, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur et puis on lui disait ça, ça, ça et ça. Mais maintenant, on est en train de se balader dans le magasin et puis ça peut-être. On est passé à la supérette à l'hypermarché. Supérette, c'était le panier, maintenant c'est le chariot. On remplit. On arrive à la caisse, on est gêné, on paye, on sort. Après, on se dit que comment joindre les deux bouts. Donc là, maintenant, je suis dans le besoin, je suis dans une catégorie où je ne peux pas faire face. Nous, en tant qu'association, on n'est pour rien, sauf donner des conseils. Donc, allez-y avec des priorités. Il y a un autre point aussi, je m'excuse de vous couper. Il a été soulevé justement dans le reportage, c'est la régulation du marché aussi. Bon, on parle de la famille, des citoyens, comment ils vont gérer leur fin de mois, etc. Mais il faut que de l'autre côté aussi, qu'il y ait régulation du marché. Ça, on nous parle de l'économie de marché, etc. Mais l'économie de marché, il y a un seuil à respecter. Donc c'est là, c'est-à-dire l'intervention de l'État est plus que nécessaire pour réguler le marché, justement. Moi, je ne laisserai pas que la pomme de terre, comme on dit, la spéculation pour les spéculateurs. Moi, elle arrive à 140, 150 dinars. Il faut réguler ce marché. Et ça, c'est des infrastructures, justement. Il faut des mécanismes. Oui, on a beaucoup de projets, malheureusement, c'est le moment peut-être de le dire, qui sont à l'arrêt. On voudrait qu'ils redémarrent. C'est les plateformes stratégiques pour la régulation du marché. Avec ça, même le ministère du Commerce va reprendre ses missions essentielles, qui est la régulation du marché et la réglementation. La régulation du marché, il faut il y a une loi justement pour réguler, voilà, justement, on risque de 3 à 30 ans pour les spéculateurs. Et ça, c'est bon. Mais il faut l'État essaye quand même L'État essaye de faire. Ce verbe essayer, moi, je ne l'aime pas. Il faut qu'elle le fasse. Il faut faire. Il faut sévir. L'État est là. Et l'État, mais qu'un choix que l'État. Donc l'État, il faut qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'il soit visible, et que l'autre, surtout le spéculateur, fasse attention et qu'il se dise qu'il y a un État qui est en train de me surveiller. D'accord ? Pour remettre justement un petit équilibre entre ce marché-là et la bourse du simple citoyen. Non, mais parce que tant qu'il n'y a pas de régulation, tant qu'il n'y a pas de réseau professionnel pour la distribution des produits, c'est-à-dire du producteur jusqu'au consommateur, il faudrait qu'il n'y ait pas d'intermédiaires illicites, anarchiques qui font la loi. Parce qu'en général, c'est soit le producteur qui perd, soit c'est le consommateur qui perd. Donc, parce qu'entre eux, il y a une dispersion, il y a l'absence du contrôle, parce qu'il n'y a pas un réseau professionnel. Les gens qui font l'intermédiaire n'ont pas de registre commerce, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc quand il va y avoir des infrastructures de distribution, on va mieux maîtriser. On sera comme nous, comme beaucoup de pays, où entre janvier et décembre, les prix vont varier de quelques centimes, pas 3, 4, 5 fois, 10 fois. Ça, c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on dit un consommateur, il vous faut 80 000 dinars pour vivre dignement pour 5 personnes. Et il se pourrait que un mois, il pourrait vivre juste avec 60 000. Un autre mois, il lui faut 120 000 ou 140 000. Et sortir la semaine, faire une programmation. Je parlais de programmation, de priorité. La semaine, je prends mon couffin, je prends avec moi 2000 dinars. Parfois, ça me remplit un couffin.
Le week-end d'après, ça ne me ramène rien du tout. Donc là, on ne sait plus comment calculer et ça fait un désastre moral et mental parce qu'on ne sait plus, ça devient une préoccupation, on ne sait plus comment faire. On n'a pas la tranquillité, on n'a pas la quiétude vis-à-vis du marché de la consommation. Après quoi, on ne mange pas équilibré. Donc parfois on mange beaucoup, on ne mange pas bien, et ça, donc pour cela, il faudrait qu'il y ait des infrastructures, il faudrait qu'il y ait de la maîtrise de la distribution pour arriver à ce que les consommateurs aussi n'aient plus peur. Beaucoup de consommateurs actuellement font de la spéculation. La spéculation, peut-être qu'on l'a fait tous. Le fait de stocker chez nous des bidons d'huile ou des sacs de semoule, ça c'est de la spéculation aussi. Et donc, justement, cette spéculation, tout ce mal, entre guillemets, ça influe, c'est-à-dire moi je veux l'inscrire dans la problématique du lien social, des relations sociales. Ça influe sur le lien social, ça influe les relations, ça influe sur le relationnel entre le gouvernant et le gouverné. Hein, il y aura comme un certain malaise, hein, un malaise une méfiance de la part des citoyens envers les gouvernants, alors que les gouvernants essayent peut-être de réguler, essayent de faire beaucoup de choses, mais il y a ces intermédiaires, il y a ces spéculateurs qui justement interviennent en catimini, on ne les voit pas, mais ils font du mal. Ils font du mal, et ils font du mal même, comme je l'ai dit, au lien social qui se construit, aux relations sociales qui se construit entre le gouvernant et le gouverné. Voilà, donc... Merci en tout cas, messieurs. On est déjà arrivé à la fin de notre débat, ça passe très vite, c'était très enrichissant. Je rappelle, monsieur Rachid Hamadouche, vous êtes professeur à la faculté d'Alger, professeur de sociologie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et monsieur Hassan, Menouar, vous êtes président d'association Amen pour la protection du consommateur, merci encore. C'est moi qui vous remercie, et puis ça merci. Moins de gras, moins de sucre. Voilà. Mangez ça. Exactement. Et tout de suite, nous passons à la rubrique conseils pratiques.